Alors, bonsoir à tous. Je vais vous demander de prendre place. On va commencer dans quelques instants. Ils sont juste ici à l'avant. Alors, monsieur, je vais vous demander d'aller juste à l'avant. On va commencer le conseil dans quelques instants. Alors, bonsoir. Bonjour, est-ce que je vous invite à prendre place? Alors, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont avec nous dans la salle, mais également ceux qui nous écoutent. Alors là, on me dit qu'on n'entend pas très bien. Juste un peu plus loin. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Et là là. OK. Alors, on va commencer. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Excellent. Donc, je recommence. Donc, je salue toutes les personnes qui sont avec nous dans la salle, également ceux qui écoutent le conseil en direct, mais également en différé. Donc, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais vous demander de vous lever. On va prendre un moment de silence avant le conseil. Alors, permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent à l'avant. Donc, à ma gauche, Mme Chantal Rossi, conseillère de ville du district Ovid-Clermont. Bonsoir. Mme Renée-Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir. À ma droite, M. Abdelak Sari, conseiller de ville du district Marie-Clarac. Bonsoir. Et M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Également le personnel du cabinet de la mairesse et des élus, M. François Purcell, directeur de cabinet, M. Alain David Jean-Noël, attaché politique, Mme Manamiel Zarek, chargée de secrétariat, et M. Robert Delbecq, attaché politique. Également, au niveau du personnel administratif, à l'avant, nous avons la présence de Mme Marie-Marthe Papineau, qui est secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Mme Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Bonsoir. À ma droite, au fond, les directeurs. Donc, Mme Claire Vassard, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Bonsoir. M. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Bonsoir. M. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Et M. Daniel Bussière, chef de division Relations avec les citoyens et communication. Également, nous avons la présence ce soir de M. Miguel Alston, le commandant du poste de quartier 39. Également du responsable du SRB P9, donc des travaux qui ont lieu actuellement, M. Patrick Chalouis, chargé du lot Nord. Merci de votre présence. Alors, j'appelle maintenant le point 10.01. Oui, si vous le permettez, Madame la mairesse, nous vous demandons d'adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. Alors, poursuivons maintenant avec le point 10.02. Donc, c'est le mot de la mairesse et des élus. Alors,
Tout d'abord, c'est cette semaine que débuteront les travaux d'implantation du futur service par bus, ou SRB, sur le boulevard P9. Ce projet est destiné à améliorer l'offre de transport en commun à Montréal-Nord. Je vous invite d'ailleurs à visiter le site srbp9.ca pour obtenir tous les détails concernant les phases de travaux, l'impact sur la circulation et les détours bus. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site à une infolette pour recevoir toute l'information sur l'évolution des travaux. J'en profite aussi pour vous inviter à continuer à fréquenter les commerces du boulevard P9. Si pour la plupart d'entre nous, les travaux se traduiront dans l'immédiat par des changements dans nos habitudes de déplacement, l'impact sera beaucoup plus important pour nos commerçants. Notre soutien leur sera essentiel pendant les travaux. Alors voilà, on a les images qui étaient là. Également, je prends un moment pour vous dire que le directeur général de la Ville de Montréal, M. Serge Lamontagne, ainsi que le directeur général adjoint, M. Alain Dufort, ont visité notre arrondissement lundi dernier. Au cours de cette visite, ils ont été reçus par nos employés sur leur lieu de travail ainsi que par la table de quartier de Montréal-Nord. Cette visite s'est déroulée dans un climat d'intérêt et d'enthousiasme mutuel. Les employés de l'arrondissement en ont notamment profité pour l'écouter et lui poser des questions sur la gestion de la ville. Soyez assurés que nous avons profité de l'occasion pour discuter des enjeux auxquels notre arrondissement fait face et pour faire valoir nos attentes par rapport à la ville-centre ainsi que plusieurs de nos réalisations sur nos projets de développement. Également, on a reçu une bien bonne nouvelle cette semaine en provenance du monde du sport. Le joueur de basketball Lugens Dor a été nommé recrue de l'année à la section PAC 12 de la NCAA, voilà, c'est ça, hein? Il faut le dire en anglais, la ligue au sein de laquelle il évolue actuellement. Pour ceux qui ne connaissent pas Lugens, c'est un jeune athlète de 20 ans, originaire de Montréal-Nord, qui joue présentement avec les Sun Devils d'Arizona State. Il est bourré de talent et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il fasse son entrée dans la NBA. Alors, toutes nos félicitations à Lugens. Et je dois dire, sur une note un peu plus personnelle, que de mon côté, je l'ai croisé très régulièrement lorsque je travaillais à l'Escale au Parc Saint-Laurent. Donc, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je vois son avancée dans le monde du sport. Je donne maintenant la parole à M. Abdelak Sari. Bonsoir tout le monde. Nous avons une autre fois une bonne nouvelle à annoncer, mais pour les amateurs de natation cette fois-ci. Dès demain, la piscine Calixa-la-Vallée sera de nouveau accessible pour les citoyens nord-montréalais et nord-montréalaises. Je rappelle que la piscine avait malheureusement dû être fermée à l'été 2017 en raison des problèmes de soulèvement du bassin causés par la nappe phréatique. Les récents travaux ont permis de régler ce problème. L'horaire des activités de la piscine est disponible dès maintenant sur le site de l'arrondissement de Montréal-Nord. Cette ouverture arrive à point parce que nous nous apprêtons à fermer la piscine Henri Bourassa afin d'y entreprendre d'importants travaux de rénovation. Sur un autre ordre d'idée, puis cette fois-ci sur un sujet beaucoup plus triste et malheureux, comme vous le savez très très bien, nos pensées vont aujourd'hui avec les Néo-Zélandaises et les Néo-Zélandais à la suite de cette terrible attaque dans 2 mosquées. Les mots nous manquent, le vocabulaire est très faible pour évaluer cet acte qu'on peut dire tout simplement, qu'on peut le qualifier de barbare, de lâche et de terroriste. Encore une fois, ce qui a été touché, ce n'est pas des personnes appartenant à une religion, mais plutôt l'humanité au complet. C'est l'esprit de quiétude qui a été touché. C'est la paix qui a été touchée. Et ça a été fragilisé malheureusement. Encore une fois, on a vécu ici au Québec, après le massacre de la tuerie barbare de la mosquée de Québec, on est encore une fois témoin de ce qu'on appelle l'islamophobie, l'incompréhension et la non-tolérance. Cependant, en aucun moment, on ne doit en aucun moment accepter que des mosquées, des synagogues, des églises soient attaquées ou désacralisées. Comme le Québec, comme Montréal, comme le Canada, la Nouvelle-Zélande est un endroit paisible où la population souhaite vivre en sécurité et dans la paix. Nous avons récemment connu cette tragédie, malheureusement ici au Québec, comme je viens de dire, et malheureusement, encore une fois, c'est la paix qui a été touchée. Si j'en ai un message à envoyer aujourd'hui, ce serait un message qu'on pourrait envoyer d'abord à toutes les familles, à tous les parents. Les jeux vidéo, malheureusement, peuvent être un endroit virtuel où des tueries peuvent devenir malheureusement banalisées. Si on a un message à envoyer aujourd'hui, c'est des actes ou des propos
de trolls qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et on ne peut pas les banaliser encore une fois, et ils ne sont pas anodins. Si on a encore une fois un message à envoyer, c'est pour quelques, et je dis bien quelques médias qui, malheureusement, vont propager des messages d'incompréhension ou de non-tolérance à une religion ou à une autre, ou à une appartenance religieuse, ou à une orientation sexuelle, ou tout simplement de l'islamophobie. Alors, encore une fois, nos pensées vont à l'humanité au complet, aux Néo-Zélandaises et bien évidemment à toute personne qui a été touchée par cet acte. Et comme moi et l'ensemble du conseil d'arrondissement, on a entrepris un acte, puis on est allé visiter une mosquée à Montréal-Nord. On peut vous dire tout simplement que les Montréalais de confession musulmane ont été touchés par cet acte-là, mais ce n'est pas juste eux. Toute personne qu'on rencontre, malheureusement, n'a pas de vocabulaire à exprimer pour cet acte-là. Merci. J'inviterai maintenant Mme Rossi à nous dire quelques mots. Bonsoir, ça va être un petit peu sur une note un petit peu plus légère et sur une note de fierté en même temps. C'est pas la première fois qu'on a l'occasion de parler de Mégane Jasmin. Mégane Jasmin qui est en fait ma petite fille, qui est une athlète de Montréal-Nord. Et si j'en parle, c'est par fierté, oui, c'est ma petite fille, mais c'est surtout comme athlète nord-montréalaise qui représente bien Montréal-Nord et qui représente bien Montréal. Et on a appris cette semaine que Mégane était finaliste pour le gala de femmes d'influence dans le sport à travers le Québec. Alors, elle fait partie de 3 finalistes. Elle représente la région de Montréal. Elle représente Montréal. Les autres finalistes sont les 2 autres, il y en a une de l'Estrie et l'autre des Laurentides. Alors, le gala aura lieu le 8 mai prochain, mais quoi qu'il advienne au gala, je crois que je me devais, comme grand-maman, de souligner, et comme Nord-Montréalaise aussi, là, puis je veux, parce que c'est pas banal, là, d'être finaliste comme femme d'influence au Québec dans le sport, volet jeunesse, parce qu'elle va avoir 18 ans, elle n'a pas encore 18 ans. Alors, je tiens à féliciter ma petite fille, Mégane, et de dire que je suis très fière d'elle. Bien entendu, toute la famille est fière d'elle, mais je pense que les Nord-Montréalais doivent être fiers d'elle aussi. Effectivement. Alors, Mme Rossi, vous lui transmettrez nos félicitations de la part de tout le conseil d'arrondissement. Alors, on suit sa carrière également avec un grand intérêt. Il faut dire que c'est une joueuse de baseball. Là. Oui, c'est ça. J'avais oublié de dire. C'est une joueuse de baseball qui joue pour Baseball Québec, dont elle fait partie des meilleures joueuses de baseball au Québec. Tout à fait. Un sport où il y a peu de femmes. C'est ça, oui. Peu de femmes. Peu de femmes, oui. J'invite maintenant Mme Renée-Chantal Bellinga à prendre la parole si elle le souhaite. Oui, bien sûr. Alors, Madame la mairesse, je souhaitais simplement m'adresser aussi à toute la communauté musulmane du monde, mais également nord-montréalaise. J'ai transmis également mes sincères condoléances à notre collègue Abdelaksari suite à la tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Je suis catholique pratiquante. Et je peux vous dire que lorsque l'on se recueille dans une église, tout comme dans une mosquée ou dans une synagogue, c'est un lieu où on s'attend à avoir la paix, à être en sécurité, pouvoir justement, dans toute spiritualité, avoir un moment de recueillement. Donc, cette tuerie-là, bien sûr, ébranle les fondements dans lesquels on vit. Nous vivons dans une société qui se veut démocratique, ouverte, tolérante, et nous devons, je pense, de façon collective, continuer à prôner ces valeurs d'humanité, de respect et de tolérance. Donc, une fois de plus, j'adresse toutes mes sincères condoléances aux communautés musulmanes, mais également à la communauté musulmane, mais également à tous les Montréalais qui ont été profondément ébranlés également par cet acte inhumain. Voilà. Excellent. Donc,
J'avais une petite question, mais je ne sais pas si je peux la poser. Oui, allez-y. Oui, en fait, je voulais juste savoir si M. Sari pourrait revenir, puisqu'il est vice-président de la Commission de la sécurité publique, sur la rencontre sur l'étude publique visant les déplacements entre la maison et l'école. On l'avait abordé lors du dernier conseil, donc peut-être nous mettre au fait pour Montréal-Nord s'il y a des actions spécifiques qui vont avoir lieu. Merci beaucoup, Madame Bilinga. Alors, pour faire suite à la commission qui a eu lieu le mardi dernier, la Commission de la sécurité publique a déposé un rapport qui demande au service de police de la Ville de Montréal de réviser, et je dis bien réviser, le budget qui était octroyé pour l'affectation des brigadiers scolaires. Il faut rappeler qu'il y avait une motion qui a été déposée au mois d'octobre 2018 par M. Benoît Langevin, que j'ai appuyée, et que suite à cette motion-là, qui demandait une augmentation des nombres brigadiers, un nombre de brigadiers qui n'a jamais changé de plus que 20 ans à Montréal. Alors, ça fait plus que 20 ans que le nombre de brigadiers n'a jamais changé, puis il est resté toujours le même, autour de 500 brigadiers scolaires à la Ville de Montréal. Cependant, moi, personnellement, comme vice-président de la Commission de la sécurité publique, je n'ai pas accepté ce rapport parce que je voulais que l'administration de la Ville de Montréal demande clairement une augmentation du nombre de brigadiers. Je ne voulais pas avoir une révision. Je ne voulais pas laisser le SPVM, Service de police de la Ville de Montréal, roi et maître sur cette question. Je voulais que l'administration demande clairement une augmentation du budget octroyé. Alors, c'est ça, c'est la situation actuelle. Pour l'instant, ils disent qu'avec les recommandations qui ont été faites, le nombre de brigadiers risque beaucoup plus d'être plus haut que de changer pour le bas. Mais encore une fois, on encourage toute personne d'avoir un peu plus de pression, à la fois sur l'administration de la Ville de Montréal et à la fois sur le service de police de la Ville de Montréal pour avoir le maximum de nos brigadiers scolaires, sachant que la plupart des intervenants et des parties prenantes ont exprimé comme quoi la présence d'un brigadier scolaire donnait, une perception de sécurité à laisser les enfants et les jeunes se déplacer de l'école à pied vers la maison ou de la maison vers l'école. Voilà la situation. Merci. Excellent. Donc, c'est ce qui met fin au point 10.02. Je vais maintenant appeler le 10.01, qui est la période de questions du public. Alors, avant 10.03, pardon. Alors, avant d'entamer la période de questions des citoyens, je souhaite préciser qu'étant donné que la séance du conseil d'arrondissement est publique, les citoyens qui viennent au micro poser des questions acceptent par le fait même que leurs propos soient diffusés en direct ainsi qu'en différé sur le site Internet de l'arrondissement. Dans ces circonstances et afin de préserver vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas divulguer au micro votre adresse. Donc, ce soir, nous avons 10 questions. Alors, je vais tout d'abord demander à M. Langevin de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir, M. Langevin. Les propriétaires ont reçu leur compte de taxes, puis l'arrondissement a charge sur le compte de taxes une taxe d'investissement. Comme déjà, la Ville a charge des intérêts parce que les propriétaires payent au mois, j'aimerais savoir, pour rembourser, parce que la taxe d'investissement, ça ne doit pas être pour tous les propriétaires, donc tout faire payer les propriétaires pour quelque chose qui ne les concerne pas. Si c'est possible de rembourser les propriétaires pour ce montant de taxe-là. En fait, la taxe d'investissement, en fait, ça se trouve être par rapport au plan triennal d'immobilisation. Alors, c'est sûr que le plan triennal d'immobilisation, ce sont des investissements qu'on fait pour tout Montréal-Nord, que ce soit pour améliorer nos parcs, améliorer nos rues, améliorer nos infrastructures. Alors, néanmoins, tous les citoyens bénéficient et on met à la disposition des citoyens tous nos actifs. Donc, dans ce contexte-là, chaque citoyen doit contribuer. C'est comme ça qu'on fonctionne en société. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on travaille. Et ma deuxième question, c'est pour le pont P9. Oui, allez-y. Parce qu'ils ont annoncé un investissement de 200 millions pour refaire le pont. Oui. Puis présentement, je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'ils ont dit, que c'était pour être 3 voies d'un bord puis 2 de l'autre. Puis si vous avez votre mot à dire pour que ça soit amélioré, parce que déjà, c'est P9, on a de la misère à sortir ou à rentrer dans Montréal-Nord.
Oui, absolument. Donc, vous me donnez l'opportunité ce soir, M. Langevin, de parler des travaux du Pont-P-Neuf, qui est une très, très bonne nouvelle pour les citoyens de Montréal-Nord, entre autres, qui vont permettre, entre autres, de créer 2 bretelles vers l'est, ce qui va faciliter grandement la circulation dans le secteur et permettre aux citoyens d'accéder au secteur est de l'arrondissement et à l'est de la ville de Montréal, dans le fond. Et on le sait, tout comme vous, qu'actuellement, c'est un peu l'enfer dans le secteur, hein, parce que le soir, les gens doivent attendre 3-4 lumières parfois pour arriver à tourner vers l'est, ce qui fait en sorte que il y a certains citoyens qui décident de passer vers l'ouest pour revenir vers l'est, ce qui cause des congestions, entre autres sur la rue Carriépi et sur le boulevard Gouin. Donc, dans ce contexte-là, l'arrivée des travaux sur le Pont-P-Neuf va permettre une meilleure fluidité et surtout d'amener un service rapide par bus qui va être fonctionnel en même temps que le reste du tronçon jusqu'au stade olympique. Alors, pour Montréal-Nord, c'est une excellente nouvelle. Alors, dans ce contexte-là, on travaille étroitement avec l'équipe du ministère et avec les gens du SRB. D'ailleurs, on a un représentant qui est ici ce soir pour faire en sorte que les travaux se passent rondement. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Mme Sigouin de venir au micro. Bonsoir à tous. J'habite sur la rue Lapierre, puis Oui. Quand il y a eu la dernière tempête, il n'y a pas eu de roches. Il y en avait un peu, mais pas assez. Okay. Quand je vais sur la rue Pierre, il n'y en a pas. Puis sur Arthur Chevrier, il y en a plein. Sur Roland, puis sur Léger, c'est dégagé. Mais depuis, il faut tout le temps que je marche dans la rue parce que quand je m'en vais sur la glace, j'ai déjà tombé. Fait que j'aimerais ça qu'à un moment donné, ce ne soit pas juste sur les rues principales, mais dans le quartier du Nord-Est, il n'y a pas assez de roches à travers les autres rues à côté de chez nous, de la rue Lapierre. Super. La question est posée. M. Bédard, notre expert de la neige. Après 30 ans, la Ville de Montréal, je pense qu'il y en a vu de la neige et je dois vous dire qu'il va vous le dire, cette année, c'est une année particulièrement difficile. Oui, je sais, là, la glace. C'est un hiver difficile, là, je peux vous dire que... Il y en a même perdu la voix la semaine passée. Oui. Mais il n'a pas perdu la tête. Écoutez, c'est sûr, c'est un hiver là, vraiment particulier pour la glace. Je n'apprends rien ce soir. Là, c'est sûr qu'il y a eu 45 épandages trottoirs complets sur l'arrondissement, avec 17 véhicules qui sortent simultanément. Et malgré tout ça, je me répète, ça a été extrêmement difficile. Ça n'a pas été possible de gagner ce combat-là cet hiver avec la météo. Cela dit, la répartition de la pierre, on suit l'entrepreneur. Dans votre secteur, c'est 3 entrepreneurs. On a suivi vraiment la calibration de l'épandage qu'ils font. Donc, effectivement, on va regarder ce qui s'est passé. On a même des GPS, on a fait des suivis et on a des inspecteurs qui passent. Je vais voir ce qui s'est passé exactement sur votre rue, la Pierre, ce coin-là. On l'a visité régulièrement. Tous les gestionnaires passaient aussi. Donc, il y a eu des cas très difficiles pour plusieurs raisons. On va regarder ce qui s'est passé là. Des fois, c'était des entrées de garage l'entrée de garage coulait avec la fonte et ça regelait. Il y a eu toutes sortes de situations comme ceux-là, ou des terrains plus élevés. Vous avez remarqué le long des parcs. Souvent, ça coule, ça fond, ça regèle. Et ça fait une épaisseur de glace de quand même plusieurs millimètres. Il y a toutes sortes de cas comme ceux-là. Donc, on revise ça, puis on va regarder, puis s'il faut, on va repasser. Je vais avoir un billet de la police parce que je me promène dans la rue, tu sais. Non, vous n'aurez pas de billet, c'est certain. Non, mais on veut que vos déplacements soient sécuritaires et sur les trottoirs. C'est ça qu'on veut. Merci. Merci beaucoup, M. Bédard. Je vais maintenant demander à M. Gilles Charret de venir au micro. Bonjour. Bonsoir, M. Charret. C'est pour les permis de rénovation. Oui. J'ai demandé un permis de rénovation au printemps dernier. Puis on me dit que le matériau que je voulais installer sur ma maison, c'était pas acceptable. Puis j'ai su que... Juste un instant. Est-ce que c'est possible d'ajuster le micro, s'il vous plaît, parce que ça fait beaucoup de... Peut-être trop proche, peut-être. Oui, c'est ça, il y a un feedback. Oui, c'est ça. Sinon, on va avoir mal aux oreilles. Ça va? Allez. Ça va? Oui, je sais que j'en étais là, déjà. Donc, vous disiez que vous aviez un permis de construction, vous vouliez un permis de construction, puis les matériaux n'avaient pas été acceptés. Les matériaux que je voulais poser, c'était pas accepté parce que
les matériaux n'ont pas été revisés depuis 2008. Puis le matériau que je veux poser, c'est un matériau qui était accepté par votre municipalité pour les produits Permacon, certains produits Permacon. OK. Et dans le fond, est-ce que vous avez fait d'autres suivis suite à ça? Ou, Bien, j'ai fait une plainte à votre bureau. Un certain M. Major qu'on m'avait donné comme nom, qui semblerait que ça fait pas... En tout cas, non, c'est ça. Il n'y a personne qui s'appelle comme ça chez nous, donc je sais pas. C'est un nom qu'on m'a donné au bureau des permis. OK. Parce qu'il n'y a personne, puis c'est ça chez nous. Je sais que mon équipe a pu vérifier, puis on n'avait pas reçu de demande de votre part officiellement, parce qu'on a un système de gestion des demandes. Oui. Alors, je demandais à M. Vaillancourt de faire le suivi. Bien, c'est sûr que là, au micro, on ne peut pas nécessairement faire de suivi parce qu'ils doivent vérifier dans votre dossier précisément qu'est-ce qu'il y en est. Par contre, par rapport aux matériaux, on va vérifier qu'est-ce qu'il y en est. C'est quelque chose, je n'étais pas au courant. Donc, on pourra vérifier. M. Vaillancourt va vous donner tout de suite sa carte et on va faire un suivi par rapport à votre demande. Un suivi... Voir qu'est-ce qu'il y en est. En fait, un suivi à savoir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à votre dossier. Puis si c'est par rapport à des matériaux, bien, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est un dossier que je ne sais pas exactement. Je peux laisser... Oui, tout à fait. Vous pouvez laisser la documentation. Monsieur, là, on va vérifier la réglementation, qu'est-ce qu'il y en est avec Mme Papineau et avec les gens de l'urbanisme. On va pouvoir faire le suivi de ce dossier-là. Il serait temps qu'on se mette à date, là, par contre. Là. Ça va être quelque chose qu'on va vérifier. On va vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant demander à Mme Sylvie Lefort de venir au micro. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Moi, je m'appelle Sylvie Lefort. Je suis membre du comité logement de Montréal-Nord et citoyenne de l'arrondissement. Ces dernières semaines, certains cas d'insalubrité ont attiré l'attention du comité logement où les médias, notamment l'immeuble situé au 12 030 L'Angelier, celui du 5642 des Narcisses ou celui du 3101 Henri Bourassa-Est. Dans tous ces cas, les locataires étaient pris avec des problèmes graves qui pouvaient compromettre sérieusement leur santé physique et psychologique. Dans tous ces cas, évidemment, l'état des logements ou l'immeuble n'était pas conforme aux normes de salubrité et d'entretien en vigueur dans la ville. Dans un reportage qui a été diffusé à Radio-Canada, vous avez exprimé, Mme Black, le fait que l'arrondissement devait traiter annuellement autour de 100 plaintes touchant l'insalubrité des logements. Au comité logement, nous sommes restés étonnés de cette statistique, puisqu'annuellement, le CAL reçoit 1200 appels aux visites de locataires touchés par divers problèmes, dont 23 % concernent des travaux, de la vermine ou de la salubrité. Cette situation nous semble préoccupante, notamment lorsqu'on tient compte du fait que le rapport d'inspection est un atout important pour les locataires lorsque ceux-ci veulent se défendre la régie du logement. De plus, on sait que la pression d'exercer un avis de non-conformité émis par une institution crédible comme l'arrondissement pousse certains propriétaires à agir, ce qui rend la solution du problème plus rapide. Puisque nous sommes préoccupés par le nombre restreint de demandes placées par les locataires auprès de l'arrondissement, nous aimerions avoir par quels moyens le service d'inspection pourrait se faire mieux connaître par les locataires. Est-ce que vous pourriez utiliser le journal local afin d'en faire la promotion, le site web et la page Facebook de l'arrondissement et les stèles lumineuses? De plus, est-ce qu'un protocole pourrait être instauré afin que les inspecteurs réfèrent systématiquement les locataires rencontrés au CAL pour qu'ils soient informés des recours qui elles sont en droit d'entreprendre auprès de la Régie du logement? Bonne soirée et bonne réflexion. Merci beaucoup, Mme Lefort. Merci. Alors, j'ai quelques réponses pour vous. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, le cas qu'on a entendu à la télévision, dans lequel j'ai fait une intervention à Radio-Canada, nous a beaucoup surpris parce que, entre autres, les locataires à cet endroit-là, c'était un logement, en fait, qu'on connaissait, mais les locataires qui étaient à cet endroit-là n'avaient pas contacté nos services quelques jours avant que ça sorte dans les nouvelles. Donc, ça faisait plusieurs mois qu'ils n'avaient pas appelé. Donc,
il y a vraiment un travail qu'on doit faire pour faire connaître effectivement nos services avec le 3-1, les services d'inspection, pour que les gens appellent en amont. Parce que quand ils attendent et que la situation, elle est comme elle a été présentée, vous avez vu les images comme moi, il est déjà très, très tard pour intervenir et ça prend beaucoup de mois avant d'arriver à prendre le dessus dans des cas comme celui-là. Donc, vraiment, le message ce soir que j'envoie à tous nos citoyens, c'est que quand il y a des problèmes d'insalubrité, de punaises, de coquerelles, les gens doivent appeler tout de suite pour que nos inspecteurs puissent déjà commencer des étapes avec les propriétaires et ils doivent d'abord contacter leur propriétaire, bien entendu, mais quand le propriétaire ne collabore pas, ils ne doivent pas attendre parce que c'est là que ça s'empire et que ça devient très difficile de contrecarrer la situation. Également, ça l'a mis en lumière tout le travail qu'on a à faire au niveau de faire connaître aux citoyens de Montréal-Nord nos services avec le 3-1. Comme vous le dites, votre préoccupation, je la partage également avec mes collègues. On s'est dit, oh là là, on a beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, vous savez, dans les priorités de l'administration actuellement, de mon administration, c'est 3 éléments. On avait la jeunesse, l'économie, mais également l'habitation. C'est un dossier sur lequel on s'attarde actuellement, dans lequel le comité logement fait partie de la solution avec d'autres partenaires. Et avec M. Vaillancourt, il y a un comité qui s'appelle Fierté Habitation à Montréal-Nord, sur lequel il travaille ces différents dossiers-là actuellement. Et on compte pouvoir faire une grande rencontre, idéalement d'ici la fin de l'année, pour pouvoir mettre en place différentes actions qui vont nous permettre de permettre d'aller chercher, de faire connaître nos services aux citoyens, mais au-delà de ça, il y a un paquet de situations actuellement qu'on a à répondre, que ce soit entre autres au niveau des logements sociaux, qu'il y a des problématiques actuellement de fin de convention et qu'on ne veut pas perdre, que ça s'en est au marché privé. Donc, il y a un paquet d'enjeux dans le dossier d'habitation et je vous dirais que l'élément qui est plus complexe de notre côté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le dossier de l'habitation. Nous ne sommes pas les seuls, mais ce qu'on compte faire, c'est avoir un rôle de leadership, un rôle de rassembleur auprès des différents acteurs pour faire en sorte qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour répondre aux enjeux majeurs qu'on a à Montréal-Nord. Alors, et bien entendu, les plaintes que vous recevez au comité logement, mais idéalement, il faudrait que les gens appellent aussi chez nous pour que nous autres aussi, on puisse le savoir et que ça puisse être monitoré et qu'on puisse intervenir par la suite. Peut-être que justement, vu que c'est une urgence, qu'on ait de la qualité de vie, de vivre dans nos logements sans que ça soit salubre comme ça. Peut-être quand vous les présentez sur les stèles, de les présenter plus lentement, parce que moi, chaque fois que je veux lire la programmation, qu'est-ce qui s'en vient, ça passe trop vite. Fait que je lis comme les 2 premiers petits mots, puis après ça, on passe à l'autre page. Et de l'écrire plus souvent dans le Guide de Montréal-Nord. Puis le Guide de Montréal-Nord, c'est pas le journal qui passe partout maintenant. Moi, je suis obligée tout le temps courir à la maison culturelle communautaire pour aller chercher mon journal parce qu'on ne l'a plus dans les logements. Tout à fait. Puis aussi, il n'y a pas grand monde qui le lit, mais peut-être le publier plus lentement sur les estelles qu'on voit dans chaque coin de... Bien, on en prend bonne note. M. Bussière, qui est à l'arrière, qui est notre chef de division au niveau des communications, en prend bonne note pour qu'on puisse regarder ça. J'espère que les propriétaires qui m'écoutent ce soir, qui en prennent en compte que s'ils veulent une qualité eux-mêmes, qui sont bien chez eux, de bien vivre avec leur famille et non les insectes familiales. On a bien compris votre intervention. Merci beaucoup, Mme Lefort. Merci, Mme bonne Lefort. soirée. Alors, je vais maintenant demander à M. Robert Guilbeault de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Faisant suite à l'étude de la circulation et du stationnement du secteur Marie-Clarac, effectué par WSP, consultation effectuée par l'arrondissement auprès des citoyens, sondage sur la question auprès des citoyens via le site de l'arrondissement, l'arrondissement a-t-il pris des décisions sur le sujet ou statué? Pouvez-vous juste répéter la question? Où est-ce qu'on est en rendu? Est-ce que vous avez pris des décisions à l'égard? Oui. Bien, en fait, vous étiez présent à la consultation, à moins que je ne m'abuse. Donc, vous savez bien qu'on a dit qu'on allait donner une réponse au printemps. Au printemps? Le printemps, c'est dans 2 jours, je pense. Donc, on devrait, dans 3 jours... Je fais un petit peu d'avance. Hein? Alors, juste pour vous dire, en fait, on a des recommandations actuellement. On est en discussion. Les nouvelles devraient arriver très, très bientôt. Alors, on est en train de regarder ça avec nos équipes, justement, pour voir quelles seront les meilleures solutions. On souhaite le faire pour le printemps. Le printemps arrive pour que les mesures soient mises en place dès l'été 2019. Donc, je vous dirais que ça s'en vient. OK. Par souci de transparence, j'espère que vous allez nous inviter, nous donner des bonnes nouvelles avant la mise en application
de vos recommandations. En fait, c'est sûr qu'on va annoncer des nouvelles. Est-ce que ce sera des bonnes pour vous ou pas? Mais néanmoins, ce qu'on souhaite faire, c'est surtout pouvoir améliorer la sécurité dans le secteur. C'est vraiment notre priorité, faire en sorte que ce soit sécuritaire pour les enfants, entre autres qui circulent autour de Marie-Clarac, et qu'on puisse répondre aux plus de problématiques que vous avez Tombez bien mentionnées. sur la sécurité. J'ai une deuxième question au sujet des signalisations aux abords des écoles. Comment expliquez-vous l'absence de panneaux routiers près de l'école Marie-Clarac, accès, arrêt interdit ou dépenses de stationnement de 7h30 à 17h sur les rues Laurentides et la mer en Seine, et non seulement la présence des panneaux de débarcadère 15 minutes, de 6h30 à 9h30, de 15h à 18h. Puis cette facilité n'est pas présente pour les écoles René-Guénette et Saint-Rémy. En fait, chaque situation est différente. Madame Rossi est membre du comité de circulation. Les rues aux abords des écoles sont défense de stationner durant les heures de classe. Ça, Je vous invite à aller voir sur la rue Laurentide. Oui, Puis de même que sur la mer en Seine. Je considère que c'est peut-être là le problème au niveau de permettre le stationnement. Il y a du stationnement, puis on ajoute des gens qui arrivent au débarcadère. Fait que là, vous avez un bouchon. Bouchon sur mer en Seine, vous avez un bouchon sur des Laurentides. Je pense qu'il faudrait peut-être vérifier, voir exactement ce qu'il y en est, ce privilège octroyé. Puis débarcadère, 15 minutes. Si vous prenez un avion, là, je vous dis que vous ne restez pas 15 minutes au débarcadère à l'aéroport. Hein? Merci pour votre question, Mme Rossi. Avez-vous un complément? Bien, la différence aussi, je peux juste vous dire une réponse comme ça, c'est que la différence entre l'école Marie-Clarac et l'école René-Guénette, l'école René-Guénette étant une école de quartier, souvent les enfants se rendent plus à pied. Et tandis que l'école Marie-Clarac, il y a beaucoup de parents qui vont reconduire en auto. Mais ceci étant dit, vous voyez l'école Gerald McShane qui ont un débarcadère aussi. Il y a d'autres écoles là, qui ont des débarcadères de 15 minutes. Mais au niveau du débarcadère... La question a été posée, il y a 2 questions. Non, mais disons que pour ajouter, le débarcadère pourrait être déplacé à une autre de toute façon, tous ces éléments-là ont été amenés en consultation et les équipes travaillent justement à ce niveau-là. Donc, j'attends votre réponse prochainement. Le printemps arrive sous peu, M. Guilbeault. Alors, je vais maintenant demander à... On l'espère, oui, on l'espère que le printemps arrive. M. Bertrand Lemieux, s'il vous plaît, de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très fier de ma maison sur Saint-Vital. Je l'ai achetée il y a 25 ans dans l'espoir d'élever ma famille et puis de me donner aussi une qualité de vie. Ceci dit, bon, après 2 mois à peu près, j'ai réalisé que sur Saint-Vital, bon, il y avait du camionnage, il y avait un autobus d'un côté, mais ça allait. Quelque part, bon, je savais dans quoi je m'embarquais et mes enfants allaient à l'école René-Guénette, on faisait attention et vive la vie. Ça n'a pas été long, 2-3 mois après, pour satisfaire aux besoins des aînés, l'autobus 43 s'est mis à être des 2 sens sur Saint-Vital. Et bref, ça a amené une fréquence et le camionnage a aussi amélioré, s'est intensifié. Augmenté, oui. Les voisins, on s'est mobilisés, on a essayé de savoir, mais là, tout d'un coup, 5 autobus devant chez moi qui obstruent les entrées. Il fallait demander la permission pour sortir de chez soi. La STM, de concert avec le comité de circulation, avait décidé de faire un terminus d'autobus en face de chez nous. C'est pas tout. Je vais vous demander d'arriver rapidement à votre question, M. Lemieux. Le Tim Horton s'est construit. La circulation au coin avec l'entrée charretière est devenue totalement catastrophique. Passer de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est, c'était rendu carrément dangereux, encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, on est rendu à un problème de quartier. L'aménagement des abords du collège, oui, au coin de chez nous. Il y a eu une consultation en janvier et les propositions de la Ville. Et puis, il y a eu un sondage virtuel ouvert à tous, à nous les voisins, mais aussi aux administrateurs et aux parents du collège et à toute personne intéressée à se prononcer sur la question. À part nous, tous ces gens n'ont pas eu conscience de l'impact sur nous, sur notre qualité de vie, sur la récurrence du problème, sur l'étalement du problème et sur le degré de saturation après 25 ans de détérioration de notre quartier. Au final, démocratiquement, ils sont en plus grand nombre que nous pour faire pencher la solution à leur faveur, d'un problème duquel ils sont tenants. 25 ans de ma vie, madame. Entre vous et moi, madame Black, auriez-vous laissé, vous, vos petits-enfants de 5, 6, 7 ans traverser Saint-Vital et Henri Bourassa? C'est ce qu'ils nous demandaient de faire à René Guillemette. Auriez-vous accepté de négocier avec les chauffeurs pour sortir votre véhicule de bonne heure le matin, parce qu'ils sont devant chez vous? Seriez-vous levé, est-ce que vous seriez levé la nuit parce que les moteurs roulent, avec le sourire, discuter, demander de circuler? Accepteriez-vous que des gens qui ne vivent pas dans le quartier, ni dans l'arrondissement, ni même à Montréal, aient droit de regard sur la circulation de votre rue? Mais aujourd'hui, prendriez-vous que les intérêts d'un collège passent avant la qualité de vie de citoyens? On est bien petit devant le collège, Mme Black. Pouvez-vous vous mettre à notre place et nous protéger? Alors, Monsieur Lemieux, c'est une situation qu'on connaît très bien dans le secteur Mère-Clarac et je vous dirais qu'avec les consultations, il y a eu plusieurs citoyens qui sont venus. Hein, on en a entendu plusieurs. Au-delà des gens qui viennent au collège, lors de la consultation, c'était à peu près que des citoyens du secteur et on les entend, on les écoute et puis on vous écoute, vous aussi également. Et comme je vous disais tantôt, je le disais à l'interlocuteur juste avant vous, nous, la priorité, c'est vraiment la sécurité, la première chose, faire en sorte que le secteur soit sécuritaire pour les enfants, pour vos petits-enfants quand ils vont se promener et par la suite s'assurer que tout se passe bien dans le secteur. Ce sera pas, c'est des enjeux très complexes qu'on vit actuellement, ça, je pense que tout le monde est conscient de ça et en même temps, ce qu'on veut faire, c'est y aller progressivement aussi, de tester des éléments et faire en sorte que la qualité de vie des citoyens soit la meilleure. Là, nous, c'est ce qu'on souhaite, là, mais en même temps, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'on a un collège qui est à côté, qu'il y a des gens qui circulent et qu'il y a tout un pôle, dans le pôle Mère-Clarac, où il y a un volume de personnes qui passent et qu'on doit arriver à trouver des bonnes solutions. Alors, on est en mode action. Depuis le mois de janvier, on a eu des rencontres, des consultations avec des sondages. On veut prendre toutes les informations pour s'assurer de prendre les meilleures décisions possibles et ça va se faire progressivement. Et on est là pour vous. On est là pour vous pour défendre vos intérêts puis s'assurer que ça se passe le mieux possible dans le secteur. Je l'espère, madame. Plaisir. Je vais maintenant demander à M. Lacombe de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Mon intervention concerne la restauration des berges de la rivière des Prairies entre le Pont-Puneuf et le parc Aimé-Léonard suite au déluge de 2017. À l'automne dernier, Mme Laperrière nous disait que ça allait coûter des millions et que les travaux pourraient se prolonger plusieurs années. Bon, ma question, c'est la suivante. Quelles sont les interventions qui sont prévues? Bon, l'année dernière, il y a eu des études de sol. Quelles sont les interventions qui sont prévues cette année pour la mise à niveau des berges progressivement, là, puisque ça doit s'étendre sur des années? Et quelle est la somme qui est allouée dans le budget? L'autre question, c'est que ça va durer des années. Est-ce qu'il y a un échéancier de prévu avec les travaux à chaque année? Alors, ça fait 2 ans. Alors, j'aimerais dire, c'est quoi les interventions? Le budget actuel, le budget qui a été voté pour l'année 2019 et l'échéancier? Super. Donc, en fait, M. Lacombe, vous allez être heureux de savoir qu'il y a des nouveaux programmes qui ont été annoncés dernièrement, entre autres à la Ville-Centre. Je vais laisser Mme Laperrière vous donner un peu plus de détails sur les 10 programmes et voir où est-ce qu'on en est rendu dans les étapes. Jérôme Vaillancourt pourrait répondre. Okay, également, parfait.
Ce soir, je peux vous dire que le nouveau programme de la Ville prévoit l'acquisition de terrains ou la restauration de berges en rive. Alors, le but de l'administration, c'est d'aller dans le même sens que l'arrondissement, donc faire en sorte que ces berges soient accessibles, mais en plus qu'elles soient restaurées et protégées. Sauf que dans le budget, on n'avait pas réussi à mettre les sommes qui étaient nécessaires parce qu'on estimait que les coûts au complet pour 5 ans étaient d'environ 6 millions. Nous avons besoin de produire des études plus pointues de, comment ça s'appelle, Gilbert? Jérôme? On a des études de caractérisation des sols à faire et aussi des études pour nous dire quelle méthode employer. On a ciblé une zone qui serait la zone prioritaire qu'on pourrait restaurer en première phase, mais tout ça est sujet à une demande que l'on fera à la Ville de Montréal de financer ça à travers un programme pour lequel il y a plusieurs millions de dollars qui ont été alloués. Et nous aurons à déposer aux instances une résolution dans le sens de déposer à la Ville une demande de contribution financière pour restaurer les berges, mais surtout pour faire les études préliminaires avant de pouvoir restaurer une première phase de travaux. Jérôme pourrait peut-être compléter. Monsieur Vaillancourt. En fait, on est rendu là. Quand vous disiez qu'on étudie, là, on étudie, mais on est rendu à l'étape où là, on prépare les plans et devis pour, comme Mme Lapierre l'expliquait, pour aller cibler les zones à risque, donc les zones sur lesquelles on doit intervenir prioritairement. Donc, il faut faire les plans et devis et en même temps demander les certificats d'autorisation au ministère pour pouvoir effectuer les travaux. Puis dans la même enveloppe, on a demandé aussi l'aménagement d'un accès supplémentaire pour aller vers l'eau, donc soit un accès pour les kayaks ou pour d'autres embarcations. Donc, on va intégrer ça dans le projet de restauration des berges. Puis, l'enveloppe nous permet aussi de faire des acquisitions pour améliorer nos parcs ou faire plus d'espaces verts en bordure de la rivière. Donc, on va en profiter aussi pour demander aux élus d'accepter le dépôt de cette demande-là pour une acquisition. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis, c'est sûr qu'on a un échéancier, mais je ne vous cacherai pas que, compte tenu des sommes, puis en fonction des technologies qu'on va décider d'utiliser avec les spécialistes, c'est sûr que ça va être sur plusieurs années. Puis l'arrondissement ne dispose pas des budgets, donc on va s'en remettre à la Ville de Montréal, puis on va essayer de compléter avec des petites enveloppes budgétaires. Mais le PTI, le programme d'immobilisation de l'arrondissement est tellement pas costaud qu'on va essayer de faire le mieux qu'on peut avec l'argent qu'on a, mais on compte beaucoup sur l'argent du gouvernement du Québec s'ils peuvent jamais débloquer un programme. Sinon, on va s'en remettre sur la Ville-Centre. Je pense que les îles de la Madeleine vont passer bien avant l'arrondissement Montréal-Nord. Ça se pourrait. C'est ce qui est arrivé là. C'est sûr. Mais, je termine. Dire les études, je veux bien, là, ça va-tu durer cette année, l'année prochaine? Quand les premières actions concrètes là, pour restaurer les berges vont être prises? Donc, moi, je suis d'accord avec ça, les études, qu'on sache où on s'en va, mais ça va durer quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans? En fait, on mise beaucoup sur le financement de la ville-centre, mais les études, on les faisait quand même pendant l'été, parce qu'on ne peut pas faire ça quand il y a des glaces. Là. Fait que les études se faisaient pendant l'été, puis ensuite de ça, en fonction des zones qu'on va prioriser, puis des montants qui sont requis pour chacune des interventions, là, on va avoir un calendrier plus précis, puis on va juste faire les plans de devis en fonction, soit qu'on fait toute la berge, ou qu'on prend des sections particulières. Mais c'est ça que l'étude va nous permettre de cibler. Derrière Angelica. Le problème, c'était qu'une crevasse, là. Oui, on a des endroits urgents. Est-ce que vous pensez demander à Québec une dérogation pour de l'enrochement? On dit qu'on ne peut pas faire de l'enrochement. Je sais. Mais je ne sais pas comment vous allez faire pour boucher ce trou-là. Il va être difficile. Merci beaucoup, M. Lacombe. Je vais maintenant demander à Mme Carmen-Antoine Bessard de venir au micro. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, membres du conseil. Écoutez, c'est assez chargé ce soir. Moi, ça va être un peu plus léger. Je trouvais important pour moi de venir devant vous, devant les directeurs et également les citoyens, de dire qu'il y a des initiatives qui se passent à Montréal-Nord, encore plus au niveau de la culture, plus précisément dans les bibliothèques, parce que ces initiatives-là permettent de faire des rencontres et d'aller encore plus loin. Et je tenais à vous dire que grâce à cela, j'ai pu
écrire pour une maison d'édition reconnue, soit Québec Amérique, grâce à l'écrivaine en résidence que vous aviez, sans dire embauchée ou vous aviez fait appel à ses services, Juliana Léveillé-Trudel. Donc, Monsieur Toussaint, ça vous concerne, mais ça vous concerne tous et à tous à l'arrondissement. C'est important, ces petites initiatives-là, qu'on croit que c'est encore de l'argent, sans dire gaspillé, mais ça porte fruit. Moi, je suis venue, j'ai le cours. Voilà. Donc, le livre, c'est Avec pas une scène, récit de voyage. Je suis sûre que dans les bibliothèques, vous allez le voir. Merci beaucoup. Excellent. Mais bravo. Alors, je vais maintenant demander à Mme Méo de venir au micro. Bonsoir à vous tous, Mme Black, Mme On va vous demander de baisser le micro, ça va être plus facile pour que les gens vous entendent. Ben oui, c'est ça. Moi, ça concerne le 3960 et le 3961 Emery. Okay? C'est un gros problème depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Le 3960 Emery, il y a des sacs de vidange. Ils ont commencé avec un sac le mois de décembre, puis là, on voit 4 sacs de vidange et un sac de recyclage qui sont sur les balcons. Personne n'y touche. Alors moi, je me demande, le propriétaire de cette bâtisse 3960 et 3961, où est-ce qu'ils sont? C'est pas juste leur responsabilité de collecter les loyers, c'est même pour garder l'entourage propre. Bon. Alors, Mme Méo, en fait, c'est une situation qui était connue depuis quelque temps, mais ça fait déjà quelque temps que vous ne nous avez pas nécessairement donné de nouvelles. Oui, j'ai appelé. Donc, on va voir... Oui, on s'est parlé. Mme Rossi a fait le nettoyage au coin du 3961 Emery. Elle s'est débarrassée de tous les bacs de recyclage. Il y en avait 5. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans ces bacs? On ne sait pas. Super. Alors, donc, en fait, la situation, elle est posée ce soir. Oui. On va demander à nos équipes de regarder ce qu'il y en est. Je vois M. Bédard, également M. Vaillancourt, qui regardent. Parce que ça dépend de à quel endroit c'est situé. Là. C'est soit un ou l'autre. C'est un face à l'autre. Puis ma maison est attachée à un des bâtisses, puis c'est vraiment dégueulasse. Super. Mais on marche on va sur faire... les rues, puis la cochonnerie... Est-ce que ça faisait partie des adresses que vous m'aviez données? C'est le 3960 et le 3961. OK, c'est ces adresses-là. Les deux face à face. Ben, à ce moment-là, moi, j'ai transmis. Là. Ça doit être en cours là, parce que j'ai transmis les adresses au même titre que les autres qu'on avait. Oui, parce que les propriétaires sont quoi? Responsables juste de collecter les loyers? Ils ne sont pas responsables de l'entourage, garder l'entourage propre? Parfait. Alors, la question est posée. On va faire le suivi, Mme Méo. Et les règlements des bacs. On doit tous suivre les règlements des bacs. Comment eux autres... Comment ils ne peuvent pas les suivre? Puis qu'est-ce qu'on met dans les règlements? Qu'est-ce qu'on met dans les bacs? Tout à fait. N'importe quoi ou c'est juste... Oui. Mais comme je vous dis, c'est ça. La demande a été faite déjà. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est pour le suivi. On pourra vous revenir très bientôt. Merci. Merci. Monsieur Sari avait un mot, un commentaire. Je voulais juste signaler quelque chose de très important. Parfois, les citoyens viennent le faire ici, puis remercier un de nos directeurs, M. Bédard, pour l'excellent travail qu'il a donné, ainsi que son équipe et l'ensemble de l'administration par rapport à l'hiver qu'on a eu cette année. Il a bien mentionné que l'hiver a été dur, puis un hiver exceptionnel. Mais on a un directeur qu'on doit remercier parce qu'il est aussi exceptionnel. Et juste après l'hiver, juste après la neige, je peux vous dire qu'il y a du travail, il y a des nids de poules qui sortent. Puis encore une fois, on voit son équipe très, très présente, répondant à des besoins, répondant à des problèmes. Je tiens tout simplement, au nom de tous les citoyens, remercier l'administration, mais spécialement remercier le directeur, M. Bédard. Merci encore une fois et bravo pour ton travail. Bravo. Alors, je joins ma voix à M. Sari également. Je suis convaincue que mes collègues pensent la même chose et on souhaite le transmettre de façon publique pour que vous transmettiez nos félicitations également à toute votre équipe parce qu'on sait que c'est un hiver qui a été particulièrement difficile. Et là, on parle au passé, mais je tiens à dire qu'on m'a raconté qu'il y avait toujours la tempête de la cabane qui doit arriver. Alors, nos équipes nous disent qu'il y a les corneilles, bon voilà. Alors, il est supposé manquer encore une tempête, mais ça achève. Alors voilà, donc c'est ce qui met fin à la période de questions. J'aimerais dire ce soir que nous avons 2 citoyens qui sont arrivés en retard, malheureusement, qui n'ont pas pu s'inscrire. Donc, on va prendre une courte pause pour pouvoir prendre leurs questions et par la suite, on va poursuivre. Donc, on va suspendre le conseil pour environ 5 minutes. Merci.
vous demander de reprendre place. Alors, bonsoir à tous. On va reprendre place. Quand je mets ça. On va juste aller. Faut aller dans la salle parce qu'on va reprendre. Parfait. Alors, merci à tous. C'est parfait. Alors, on va vous demander de suivre Anna. Excellent. Donc, bonsoir à toutes les autres commissionnaires au Si jamais il y a quelqu'un qui veut savoir le nom, alors, on va poursuivre le conseil. Je vais demander à tous ceux qui sont debout de vous asseoir. J'aime ça être en place. Alors, on va vous demander de reprendre place, s'il vous plaît. Alors donc, merci à tous d'être venus poser vos questions. Donc, on va recommencer le conseil. Je vais vous demander à l'avant de vous rasseoir. Madame Demers, pouvez-vous dire à vos collègues de vous asseoir, s'il vous plaît, de s'asseoir? Excellent. Donc, c'est ce qui mettait fin à la période de questions. Donc, je remercie tous les citoyens qui sont venus nous voir ce soir. Également, on va poursuivre le conseil, donc la séance ordinaire du conseil. Maintenant, j'appelle le point 10.04 à 10.05. Le point 10.04, adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 15 février 2019 à 8h50 et adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 18 février 2019 à 19h. Point 10.05, approuver et déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 février 2019. J'appuie. Proposé par Mme Rosset, appuyé par M. Sari. J'appelle maintenant le 15.01 à 15.02. 15.01, déposer la déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique. 15.02, confirmer la participation de l'arrondissement de Montréal-Nord à l'événement Une heure pour la Terre 2019, qui aura lieu le samedi 30 mars 2019 de 20h30 à 21h30. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. Je vais lire la déclaration. Alors, c'est possible de la ramener au début, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, non, on va pas. On revient en arrière. Alors, voilà. Donc, la déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique, comme vous savez, il y a des citoyens qui sont venus nous interpeller il y a quelque temps déjà. Alors, ce soir, on est vraiment très heureux de pouvoir l'adopter. Alors, déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique. Donc, attendu que le 10 septembre dernier, le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, a affirmé que si nous ne changeons pas d'orientation d'ici 2020, nous risquons des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent. Attendu que le 7 octobre dernier, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a déposé un rapport qui constate l'urgence d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement planétaire. Attendu l'existence à Montréal d'une analyse quartier par quartier des vulnérabilités sociales et territoriales face aux aléas climatiques, sécheresse, inondations, tempêtes, suivi de l'adoption en novembre 2015 d'un plan d'adaptation au changement climatique à l'échelle de l'agglomération de Montréal. Attendu le lancement en juillet 2018 de la stratégie montréalaise pour une ville résiliente. Attendu que le 5 novembre dernier, la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui regroupe 82 municipalités de la région montréalaise, a adopté à l'unanimité la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique visant à accélérer l'implantation de mesures de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation au
changement climatique et à inciter les autres paliers de gouvernement à en faire de même. Attendu que le 19 novembre dernier, la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique visant à accélérer l'implantation de mesures de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique et à inciter les autres paliers de gouvernement à en faire de même. Attendu que, tel que le souligne le Pacte pour la transition écologique, une initiative citoyenne québécoise signée à ce jour par plus de 252 500 personnes, tous les acteurs gouvernementaux, corporatifs et de la société civile peuvent s'engager dès aujourd'hui dans des efforts individuels et collectifs pour une transition énergétique et écologique. Attendu que l'arrondissement de Montréal-Nord a adopté le 15 octobre 2018 un plan de développement durable 2017-2020, il est résolu que l'arrondissement de Montréal-Nord reconnaisse lui aussi l'urgence d'agir collectivement face au changement climatique et accélère l'implantation de mesures concrètes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préparer son territoire face aux conséquences des aléas climatiques. Que l'arrondissement de Montréal-Nord contribue avec la Ville de Montréal aux engagements annoncés dans le cadre du Global Climate Action Summit le 12 septembre dernier, visant à contribuer à atteindre la neutralité en matière de gaz à effet de serre d'ici 2050 et à rapprocher de l'objectif zéro déchet et à rendre l'ensemble du parc immobilier de la ville carboneutre d'ici 2050, que l'arrondissement de Montréal-Nord accélère fortement ses efforts en matière de mobilité durable, de verdissement et d'augmentation d'espaces perméables et de détournement des déchets organiques des sites d'enfouissement, que l'arrondissement de Montréal-Nord invite chacun, s'il ne l'a pas déjà fait, à signer le Pacte pour la transition écologique et à poursuivre ses efforts individuels pour réduire son empreinte environnementale personnelle. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la déclaration. Alors, c'est officiellement adopté. Alors, on poursuit maintenant le conseil avec le point 20.01 à 20.05. 20.01, octroyé à Mme Amarante Rivière pour un montant de 98 027,69 taxes incluses, un contrat de service professionnel pour la coordination et la mise en œuvre du plan d'action en médiation culturelle 2018-2021 du 25 mars 2019 au 31 décembre 2020 et d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de Montréal-Nord et Mme Rivière. Point 20.02, autoriser une dépense supplémentaire de 79 620,19 taxes incluses à Gébert Transport Inc. dans le cadre du contrat relatif à la location de 5 niveleuses avec opérateur pour la saison hivernale 2018-2019, majorant le montant total du contrat pour les saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020 de 918 816,96 à 998 437,15 taxes incluses. Point 20.03, adjugé à Imprimerie Solisco Inc., le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant maximum de 73 538 et un sou, taxes incluses, un contrat pour l'impression des 3 numéros de l'Infonord, incluant le calendrier culturel encarté pour l'année 2019. Le point 20.04, accorder une contribution financière totalisant 60 000 pour une durée d'1 an, non renouvelable, à la table de quartier de Montréal-Nord pour soutenir le poste de co-coordination du plan d'action collectif de Montréal-Nord, priorité jeunesse 2017-2027, et d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et l'organisme. Point 20.05, octroyer à Service Horticole Pouce Vert pour un montant maximal de 50 000 taxes incluses, un contrat pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'excavation de ruelles vertes d'une durée d'1 an et approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et l'entreprise. Donc, proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier. Alors, je vais juste faire un petit pas à l'arrière, dans le fond, pour confirmer une heure pour la Terre 2019. Donc, le samedi 30 mars, vous informez également que la vélocité des lieux sera éteinte. Alors, ce sera un des rares moments où la vélocité des lieux ne sera pas éclairée à Montréal-Nord. Alors, on va poursuivre maintenant avec le point 20.06 à 20.10. 20.06, autoriser une dépense supplémentaire de 25 409,48 taxes incluses à GIMAC Remorque Transport et Déneigement. C'est dans le cadre du contrat pour les services de 2 remorqueuses avec opérateur
et autoriser une dépense supplémentaire de 13 883,24 $, taxes incluses à remorquage Marco enregistré dans le cadre du contrat pour les services de 2 remorqueuses avec opérateurs pour les opérations de déneigement pour la saison hivernale 2018-2019, majorant ainsi le montant total du contrat pour les 2 entreprises de 178 326,24 $ à 217 618,96 $, taxes incluses. Le point 20.07, accorder une contribution financière de 25 000 $ au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord pour la reconduction du projet Pas à pas vers l'intégration phase 3. C'est dans le cadre de l'entente administrative Midi-Ville 2018-2021 pour l'accueil et l'intégration des immigrants et approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de Montréal-Nord et l'organisme. 20.08, autoriser une dépense supplémentaire de 5 149,16 $, taxes incluses à l'entreprise Les Architectes La Bonté Marcille dans le cadre du contrat de services professionnels. C'est pour le réaménagement des locaux de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, majorant ainsi le montant total du contrat de 79 202,25 $ à 84 351,41 $, taxes incluses. Point 20.09, entériner une contribution financière de 400 $ à Nos Jeunes à cœur à l'occasion de la 3e édition de la clinique d'entraîneurs de football tenue le 16 mars 2019 à l'école secondaire Henri Bourassa, et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Point 20.10, accorder une contribution financière de 300 $ au club du Bel Âge Saint-Antoine-Marie Claret pour le soutenir dans ses activités annuelles, et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. C'est proposé par M. Poirier, voilà, puis par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 20.11 à 20.15. 20.11, a entériné une contribution financière de 250 $ au Centre de formation Jean-Paul Lemay pour la tenue le 4 février 2019 d'un cocktail de remerciement pour féliciter Mme Rose-André Hubert de ses années de travail au profit du Vivre ensemble à Montréal-Nord depuis 2008, et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Point 20.12, accorder une contribution financière de 250 $ à la Corderie de Montréal-Nord. C'est pour le financement de l'événement de la cabane à sucre qui aura lieu le 30 mars 2019, et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Point 20.13, approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et Programme Horizon Jeunesse afin de permettre la possibilité d'appliquer des frais administratifs et de mettre fin à l'entente concernant la perception des frais d'inscription pour le camp de jour par le système ludique. 20.14, approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et les Fourchettes de l'Espoir afin de permettre la possibilité d'appliquer des frais administratifs et de mettre fin à l'entente concernant la perception des frais d'inscription pour les camps de jour par le système ludique. 20.15, approuver le projet d'entente de partenariat sur le rôle des parties prenantes, la propriété intellectuelle et la diffusion des résultats dans le cadre du projet de recherche sur le processus d'aménagement du Nord-Est à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord, la revitalisation urbaine intégrée de Montréal-Nord, Parole d'exclus, la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal, un itinéraire pour tous et l'incubateur universitaire de Parole d'exclus. Alors, Mme Rossi propose, M. Sari appuie et M. Poirier déclare intérêt au 20.14. J'appelle maintenant le 20.16 à 20.18. Point 20.16, approuver l'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et la coop de solidarité Éconord pour la gestion des jardins communautaires, l'aménagement des ruelles vertes, afin de permettre une avance de 13 650 $ pour débuter le mandat. Point 20.17, octroyer à la division de l'entretien, de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée de la Direction des travaux publics de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie pour un montant de 224 087,33 $, un contrat de service pour le marquage sur la chaussée, c'est pour l'année 2019, et autoriser le directeur de la Direction des travaux publics à signer les documents nécessaires. Point 20.18, abroger les résolutions CA 18-10-275 et CA 18-10-326 concernant l'allocation du lot 3 402 144 du cadastre du Québec. Alors, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par Mme Bellinga. J'appelle maintenant le 30.01 à 30.02. Point 30.01, approuver et déposer les rapports mensuels au 31 janvier 2019. Point 30.02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 31 janvier 2019.
Proposé par M. Sarret, appuyé par M. Poirier. J'appelle maintenant le 30.03 à 30.04. 30.03, autoriser une dépense supplémentaire de 114 296,65 sous taxes incluses auprès de Mines Solène, une division de KS Sel Windsor Limité pour la fourniture de sel régulier de déglaçage des chaussées et des trottoirs. C'est pour la saison hivernale 2018-2019, majorant ainsi le montant total du contrat de 514 334,91 sous à 628 631,56 sous. Les taxes sont incluses. Point 30.04, autoriser une dépense maximale de 84 247,94 sous. Les taxes sont incluses auprès de WM Québec Inc. pour la disposition des résidus de balais de rue et des dépôts à neige pour la période du 26 janvier 2019 au 31 décembre 2019. C'est conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et cette firme. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi, 30.05 à 30.07. 30.05, on vous demande d'autoriser une dépense supplémentaire de 7 717,13 sous taxes incluses auprès de Demix Agrégats, une division de groupe CRH Canada Inc. pour la fourniture et la livraison d'abrasifs d'hiver pour la saison hivernale 2018-2019, majorant ainsi le montant total du contrat de 25 080,65 sous à 32 797,70 sous. Les taxes sont incluses. Point 30.06, autoriser une dépense de 500 $ auprès de la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac pour l'achat d'une publicité et d'un billet pour le cocktail bénéfice annuel de l'organisme le 8 avril 2019, et c'est à même le budget de représentation des élus. Point 30.07, autoriser une dépense de 400 $ auprès de Tournoi de Ringuette 96 Montréal-Nord pour l'achat d'un espace publicitaire dans le programme de la 22e édition du tournoi qui a lieu du 18 au 24 mars 2019, et c'est à même le budget de représentation des élus. Proposé par M. Sarret, appuyé par Mme Rossi, 30.08 à 30.10. 30.08, accorder une contribution financière de 300 $ au Club d'âge d'or Pompéi masculin pour le soutenir dans ses activités auprès des aînés pour l'année 2019, et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. 30.09, offrir en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, au Conseil municipal que l'arrondissement de Montréal-Nord prenne en charge la conception et la réalisation des travaux pour l'aménagement de l'entrée du côté est de l'arrondissement de Montréal-Nord à la suite de la réfection effectuée par la Ville. C'est de l'intersection des boulevards Henri Bourassa et L'Angelier. 30.10, reconduire la reconnaissance et le soutien pour la période de mars 2019 à mars 2022 à la Société Culture et Traditions québécoises de Montréal-Nord et la Corderie de Montréal-Nord à titre de partenaire de missions complémentaires entre Parents de Montréal-Nord, le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord et la Fondation de la Visite à titre de partenaire de missions partagées, ainsi qu'à la Table de quartier de Montréal-Nord à titre de partenaire de concertation. J'appuie. Je déclare l'état au point 3010. Alors, c'est proposé par M. Sarret, puis par Mme Bellinga. M. Poirier déclare intérêt au 20-10. J'appelle maintenant le 40.01 à 40.05. 40.01, donner un avis de motion, présenter et déposer en vue d'adopter à une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 05-10-0006-10 modifiant le règlement intérieur du Conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés concernant le traitement des plaintes reçues en vertu de la loi sur l'autorité des marchés publics. Point 40.02, donner un avis de motion, présenter et adopter le premier projet de règlement RR 1562.049, modifiant le règlement de zonage refondu 1562 afin de modifier diverses dispositions. C'est en lien avec la localisation des cases de stationnement hors rue et le gazonnement en marge avant-principale pour un usage résidentiel. Ça allait jusqu'à 40.05. Oui. Alors, vous pouvez poursuivre. OK, pas de problème. Point 40.03, adopter le premier projet de règlement PP 035 afin d'autoriser une maison d'hébergement pour jeunes située au 11 042 avenue Wilfrid Saint-Louis, le tout en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Point 40.04, adopter le premier projet de résolution PP 036 afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel situé au 33 685 rue Fleury, le tout en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Point 40.05, adopter le règlement RGCA 19-10-0008 concernant le droit de visite et d'inspection.
Parfait. Alors, Mme Rossi propose, M. Sari appuie, M. Poirier déclare intérêt au 4003. J'aimerais revenir au 4004 sur le PowerPoint. Vous avez accès à une photo alors de l'immeuble, de ce que ça aura l'air donc sur Fleury. Donc voilà, c'est un bâtiment multifamilial de 16 logements qui va être construit à cet endroit. J'appellerai maintenant le 40.06 à 40.08. Point 40.06, déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et adopter le règlement RR 1562. Point 047, afin de modifier diverses dispositions, et ce pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Point 40.07, déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et adopter le règlement RR 1562.048 afin de modifier diverses dispositions concernant, entre autres, la transformation du cannabis, et ce pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Point 40.08, accorder dans le cadre des événements publics 2019 les dérogations requises à cette fin en vertu de l'article 6, des paragraphes F et I de l'article 12, des paragraphes A et F de l'article 17 et de l'article 20 de notre règlement sur les parcs, bassins d'eau, édifices publics et espaces publics. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Bellinga. J'appelle maintenant le 40.09 au 40.012. 40.09, on vous demande d'abroger les résolutions CA 17-10-103 et CA 18-10-349 relativement à l'installation d'enseignes concernant le 11 212 avenue Garon. 40.10, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre 5 enseignes pour l'ensemble du bâtiment au lieu de 2, permettre une enseigne murale sur un mur avant secondaire et permettre une hauteur libre sous une enseigne de 2,78 mètres au lieu de 3 mètres pour le 11 212 avenue Garon. C'est le tout en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Point 40.11, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la démolition de 2 habitations unifamiliales jumelées, permettre le remembrement des 2 lots et la construction d'un bâtiment de 6 étages d'usage résidentiel, classe J, multifamilial de 11 logements et plus, au 3900-3918 boulevard Henri Bourassa, le tout relativement à notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Point 40.12, on vous demande de donner un avis de motion, présenter et déposer en vue d'adopter une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 08-10-0007-2 relatif à l'occupation du domaine public afin de modifier différentes dispositions applicables. Proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. J'appellerai maintenant le 50.01 à 50.04. 50.01, nommer Mme Stéphanie Lavigne à titre de conseillère en planification à la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises en période d'essai de 52 semaines à compter du 23 mars 2019. 50.02, nommer M. Kosela Chebrek à titre d'agent technique en ingénierie municipale à la division des études techniques de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à compter du 14 janvier 2019. C'est avec une période d'essai de 6 mois en vue d'un statut permanent à cet emploi. 50.03, nommer M. David Ross à titre de chef de division de l'urbanisme de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, avec une période de probation de 12 mois à compter du 30 mars 2019. C'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Et finalement, le point 50.04, nommer Mme Marie-Claude Lauzon à titre de chef de division des sports et loisirs de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social en période de probation de 12 mois à compter du 19 mars 2019. Alors, c'est proposé par M. Sarret, appuyé par Mme Rossi. Donc, M. Vaillancourt, je vais vous demander de transmettre nos félicitations à Mme Lavigne, à M. Chebrek et à M. Ross qui joignent votre équipe, donc 3 nouvelles venues. Également à M. Toussaint de saluer Mme Lauzon, de la féliciter pour ce nouveau poste qui rentre en fait, c'est aujourd'hui, le 19 demain. Voilà, donc elle sera en poste dès demain. Alors, les saluer et surtout les féliciter de leur arrivée à Montréal-Nord. Et j'imagine qu'on aura l'occasion de les rencontrer d'ici peu.
Excellent. Donc, c'est ce qui m'a fait au conseil. Maintenant, on a quelques informations à vous transmettre sur les événements à l'arrondissement. Donc, inscription sport et loisirs, session du printemps. Alors, vous pouvez le faire à partir de ce mercredi, 13h30 jusqu'au vendredi 19 avril à 21h. Les inscriptions pour en ligne, les inscriptions au Centre des loisirs, donc c'est au 11 121 avenue Salk, le lundi, le 4 avril, à partir de 13h30 jusqu'à 21h. Toutes les informations sur les cours, les horaires sont sur notre site Internet sous l'onglet Activités et loisirs, sport et loisirs. Voilà. Événements culturels. Donc, à la Maison culturelle et communautaire, on a autant des activités de musique, de danse, de théâtre et d'art visuel, que ce soit le Blues Racine Band 22 mars, Marée Haute avec Émile Proulx-Cloutier le 4 avril, la danse avec Vic Mix 28 mars, le théâtre dans la tête de Proust le 21 mars, bijoux spectacle de marionnettes pour les 11 ans et plus le 6 avril et découverte du bois pour des ateliers de 6-12 ans le 30 mars. Également la conférence Les Italo-Montréalais et leurs histoires le 20 mars prochain à la Maison Brignon-Dit-Lapierre. Également la Petite Italie, une visite guidée le 24 mars. La musique Impression, concert de guitare classique, voilà, le 29 mars. Costas, chant et rythme latin des côtes atlantiques le 5 avril. Au niveau de la bibliothèque, activités pour les jeunes, c'est moi le chef, atelier de cuisine 4-10 ans, 23 et 24 mars. Ça se passe, en fait, on ne sait pas à quelle bibliothèque. Par contre, les activités, de toute façon, sont à l'arrière, donc vous allez pouvoir trouver les informations. Conférence pour les adultes, donc Jeanne, Béatrix et Agatha le 18 mars. Le crédit et la prévention de l'endettement le 3 avril. La maladie de Parkinson le 4 avril. Également une exposition rétrospective par Anthony Benoît jusqu'au 29 mars. Alors, c'est ce qui met fin aux différents points qu'on avait à vous partager ce soir. La prochaine séance du Conseil est lundi, le 8 avril 2019, à partir de 19h. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. On va souhaiter que le printemps soit bien à nos portes le 8 avril prochain. Alors, merci, à bientôt.